Allez, c'est Donc, parti. Matapro EM Lyon 2025 en direct. on est parti. Ils nous accueillent sympathiquement avec du Matplotlib PyPlot. Donc ça, c'est pour faire plaisir aux étudiants. Il y aura du Python. Oui, il y aura du Python. Problème 1. Donc, problème 1, là, on est normalement plutôt content parce qu'on a des intégrales qui nous font penser quand même à des choses qu'on a vues et revues en prépa. Où là, ça va être sans doute, voilà, j'allais dire ça va être une IPP, ben c'est écrit. Donc là, IPP. Ensuite, on fait une récurrence. Donc là, le début, vraiment très basico-basique. On a ici une relation de récurrence. Donc, ça ne doit pas être très difficile ensuite de faire la simulation Python, ici. Soit à l'aide de cette forme-là, soit plutôt de celle-là, je dirais, puisqu'il y a un for k in range. Donc, ça va sans doute être plutôt ça, je pense. Voilà, donc ici, on servait sans doute de ça. Ensuite, on admet la formule de Stirling en déduire, donc ça sur les équivalents. Donc là, on est vraiment sur des grands classiques qui peuvent se résoudre aussi. Parfois, il y a des parallèles qui sont faits avec les intégrales de Wallis en posant comme changement de variable t égale cos θ. Enfin, il y a des ou t égale sin θ d'ailleurs, où on rejoint des intégrales de Wallis, donc à savoir faire. Donc ça ici, partie à mon avis très simple. Donc je suis pas dans le chat ce qu'ils te disent, mais là normalement c'est du bonheur. Donc là on se le fait facile, je pense. On nous a juste dit que Matplotlib apparemment servait à rien dans l'énoncé. C'était juste pour nous accueillir, dire attention, vous allez souffrir. en fait, il n'y avait pas. Peut-être, c'était un petit teaser, parce que c'était étonnant. Hein, juste après, tu passes problème 1, plus rien à voir. Donc, bon, s'ils le mettent, c'est qu'il y a un moment peut-être quand même une. On va voir, hein, je découvre le sujet. Donc là, partie 2, ensuite, polynômes orthogonaux. Là, donc un bon petit bilinéaire avec ce produit scalaire-là qu'on a vu et revu déjà en prépa, notamment sur des sujets EM. Je pense à des sujets, je vais penser peut-être à le plus vieux que j'ai sur le bilinéaire EM en 98. Le bilinéaire a commencé en 97, mais en 98, on avait déjà un petit truc qui ressemblait à ça. Et donc là, ici, il nous pose une application linéaire qui va sans doute être un endomorphisme. Voilà, c'est ici l'objectif. On montre que c'est un endomorphisme. On fait du calcul. On fait des IPP qui nous permettent. Alors pourquoi IPP? Je regarde ici. Oui, parce que comme ici c'est une intégrale de -1 à 1, on fait des IPP qui nous permettent de trouver, sans doute, il nous demande une matrice quelque part, dans une base formée de vecteurs. Voilà, hop, on notera cette base. OK, donc là, on a une base orthogonale. Et à partir du moment où on a une base orthogonale, là, j'adore. Ici, on va avoir de la projection orthogonale. Donc là, déjà, on est content. On sait qu'on va devoir ici faire de la projection orthogonale. Ça, plus discriminant, les élèves ont du mal, généralement, avec cette partie du chapitre de l'algèbre bilinéaire. Et là, il nous redémontre un petit peu, façon un peu théorème de Pythagore, montrer que ça, ça ne doit pas être très, très compliqué à démontrer. Ensuite, formule de Leibniz. Ok, donc ça me fait vraiment penser à des sujets autour des polynômes de Lagrange ou de Legendre qui sont déjà tombés à plusieurs reprises au concours. Donc là, partie assez technique. Je pense qu'elle était fatigante ici, parce qu'ici, il y avait quand même des calculs à la fin. Où là, ouais, j'allais dire ça, ça sent la récurrence. Bah voilà, c'est écrit. Ici, en fait, c'est des récurrences. Ça fait penser à HEC 96, où tu avais des IPP généralisés comme ça, où c'est IPP généralisé en partie 1, généralisé. Donc ça se fait bien, par récurrence. Et donc c'était des IPP ici, hein, donc IPP qu'on faisait par récurrence. Ouais, ça se fait vraiment penser à HEC. Pareil, HEC 96, ça, c'était donc sujet que j'adore donner aux élèves. Valentin doit s'en souvenir s'il est encore là. Mais je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est parti. Mais en tout cas, là, ça doit lui rappeler des souvenirs HEC 96 où on avait exactement la même question. Calculer la dérivée de km de pk. Ça, moi, je le ferai par récurrence. Maintenant, peut-être que vous pouvez faire une itération. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous faites ici une itération. Mais à l'EM Lyon, ils sont pointilleux. Donc moi, je ferais plutôt une IPP. J'ai dit quoi? Une récurrence. Je ferais plutôt une récurrence.
Voilà, je ferai plutôt une récurrence finie. Donc, ça s'appelle une montée finie. Donc, voilà, moi, ce que j'aurais fait. Montrer par récurrence que, bah, tu vois, typiquement ici, ils font une récurrence pour déterminer la dérivée LIM de ça. Donc, tu vois, eux aussi font des récurrences. Bon, là, peut-être qu'ils s'attendaient à un truc itératif parce que c'est plus évident, parce qu'il reste que, en fait, un terme constant à l'arrivée. Bah, étant donné que tu vois, as la question D, ils te précisent quand même la récurrence et la E2, ils te disent aussi récurrence, tu vois, enfin, c'est un peu délicat, tu vois. Est-ce que du coup, tu enchaînes trois récurrences d'affilée? Pourquoi ils n'explicitent pas? Est-ce que derrière, ils veulent qu'on fasse une récurrence ou au contraire, il y avait une méthode qui était plus efficace et rapide, ça pour le coup. Là, tu me donnes envie. Ouais, bon, je bouffe. Non, tant pis, j'allais te mettre HEC 96. Ah Et bah parce tu que peux, si tu l'as sous le coude, vas-y, hein. vous irez voir HEC 96, mais je dois l'avoir, mais il faut que j'aille le rechercher. Mais dans le Je chat, vais on nous dit que par itération, notamment Bra nous dit là, pas besoin de récurrence pour ce que tu as dit, par itération, on l'avait direct. ouais, on l'avait direct. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, Dorian, typiquement à HEC 96, tu avais un enchaînement de récurrences dans ce sujet. Et moi, pour ton info, c'était mon année, donc je suis très vieux. J'ai fait toutes les récurrences. J'ai bourriné, j'avais toutes les récurrences et ça m'a plutôt souri. Donc, je me suis pas posé la question, tiens, ouais, là, j'ai déjà montré que je savais faire des récurrences. Non, je les ai toutes faites, vraiment en mode bourrin. Si c'était à refaire, peut-être que je serais allé un peu plus vite. Donc là, je pense qu'on pouvait effectivement faire une petite itération. Et ensuite, on a en déduire que, donc là, bah, c'est vraiment HT 96, c'est fou, c'était la même chose. La dérivée LIM, et là, à l'époque, ça c'était sur peut-être qu'il y avait du théorème de Rolle, donc s'il y en a qui peuvent dire dans le chat, mais sur HT 96, c'était du Rolle généralisé. Là, il y avait peut-être une histoire de théorème de Rolle, là, si je ne m'abuse. Mais peut-être pas, parce que là, ils ne le mettent pas explicitement. Mais en tout cas, HT 96, c'était ça. Donc là, pour résumer, problème 1, première partie, c'est ça, c'est ça, partie 1. Partie 1 et partie 2, on est sur du classique technique. Donc vraiment technique qui a dû fatiguer les élèves. À voir si. Et là, déjà, je peux te dire peut-être que le sujet n'était pas terminable. Parce que quand je vois la suite, c'était aussi technique. Donc là, je vois là, je découvre du coup le problème 2 avec vous. Donc, problème 2. Avant d'attaquer le problème 2, Olivier, on a une question dans le chat qui nous a été posée à 2-3 reprises. Est-ce que vous avez une démo efficace et rapide pour montrer que la forme, quadratique définie positive équivaut aux valeurs propres strictement positives? Ça, c'est du cours. Hein. Donc, là-dessus, on ne te demandera pas. Avant, c'était pas du cours. Mais là, dans le nouveau programme, c'est du cours. Donc, tu n'es pas obligé de repasser par effectivement les formes quadratiques, Tx, Ax, ça, tu n'as plus besoin. Mais ça se démontre quand même plutôt assez bien. Donc, c'est-à-dire que souvent, l'idée, c'est de dire que quand tu as du Tx, Ax, tu remplaces A par transposé de P, D, P, X. Voilà. Et comme ça, tu montres assez facilement le lien avec les valeurs propres. Donc voilà, le conseil, si vous voulez faire la démo, c'est de se souvenir que comme A est symétrique, on l'écrira dans une base orthogonale comme TP, DP. Et du coup, on fait apparaître des produits scalaires et des normes. Et on arrive à faire apparaître, vu que D, c'est une matrice diagonale, D, c'est diag de lambda 1, lambda n, on arrive assez bien à trouver des choses qui vont nous arranger. Donc voilà. Bra qui nous dit dans le cours, on l'a pas, on doit le redémontrer d'après mon prof, dire que c'est les sommes des projecteurs. Alors là, il faudrait qu'on aille chercher le programme officiel, mais pour moi, c'est dans le cours. Après, voilà, ça se démontre avec ces techniques-là.
Mais là, pourquoi il y avait une question? Parce que je ne l'ai pas vu là. Il y a une question où ça parlait de ça là, parce que j'ai l'impression qu'on est peut-être hors Non, sujet. non, mais il nous avait posé la question tout à l'heure aussi sur les maths appli, et donc là il était en maths pro, Brad, de ce qu'on voit dans les derniers commentaires. Non, il nous a posé la question, je ne sais pas si on l'a après dans le problème 2, ou alors si c'était juste comme ça pour être sûr. Dis-nous, Brad, ce qu'il en est, et après il y a d'autres questions là, de Laura notamment, on y répondra juste après Laura, concernant le pourcentage pour avoir 20 en maths pro. Et Adam qui nous dit c'était plus un moins un, pas du tout simple à trouver à chaud. Pour quelle question tu nous dis ça, Adam? N'hésite pas à nous dire par rapport à quelle question, et Olivier, je t'en prie. Non, du tout. Ah oui, non. Non, c'est pas tombé à EM Lyon, nous dit Bras, c'est que ça tombe souvent à HEC. C'est pour voilà, se préparer pour les épreuves de demain, accessoirement. C'est très bien. Ah Bras, bah, c'est t'as technique bien des raison. matrices définies positives. Ça, c'est des grands classiques du concours. Tomber, si vous voulez faire un beau sujet là-dessus, c'est ESSEC 2007, qui était magnifique. Il y avait des intégrales impropres difficiles. Et puis après, toute une partie sur les matrices définies positives dans un cas un peu complexe. Et derrière, avec de la projection aussi, à la fin. Donc, intéressant de faire 2007. Mais bon, là, c'est trop tard. Hein. Maintenant, ne faites pas ça. Allez dormir après ce live. C'est ce que j'allais dire quand même. Faudrait peut-être dormir. Ne faites pas l'erreur. Une année, pour l'anecdote, j'ai une mère qui m'a appelé, qui m'a dit je dois vous avouer, parce que non, je vais faire dans le bon ordre. Une élève m'appelle juste après les decks et elle me dit ah, Olivier, j'ai complètement planté, je voyais plus clair, la matrice a été triangulaire, j'ai même pas vu qu'elle était triangulaire et que les valeurs propres, du coup, on les avait sur la diagonale. Je me dis c'est pas possible, c'est un truc de base. Et en fait, j'ai appelé la mère et la mère, elle m'a dit qu'en fait, sa fille s'était levée à 4 heures du mat pour faire des maths. Alors peut-être qu'elle n'a pas fait HEC ou ESSEC 2007, mais ça, ne faites pas. Hein. Dormez, soyez en forme, parce que ça se joue beaucoup à la fraîcheur. Donc vraiment, soyez en forme demain. Moi, j'ai une théorie, tu vois, moins sur les maths, mais plus de manière générale, tu vois, c'est le 60-20-20, où en fait, le concours, j'estime que tu vois, tu as 60% de préparation en amont. En fait, c'est la manière dont tu t'es préparé, etc. Bah, pour les maths, c'est peut-être, tu vois, une variable qui est un peu plus importante, peut-être 75%, 80%. Mm. Après, de manière générale, 20% par rapport à ta fraîcheur le jour J. Voilà, comment tu te sens le jour J, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour aborder les épreuves, et 20% de chance. Donc là, c'est notamment pour le SH, la Géopo, la CG. Est-ce que je vais tomber sur une thématique qui me parle? Voilà, si je maîtrise notamment, tu vois, la sphère réelle en ESH, et que je tombe sur la sphère monétaire, tu vois, je suis un peu plus dérouté. Et 20% sur la chance, le hasard, non seulement sur non, ce que je viens d'évoquer, donc sur le sujet, mais aussi le paquet de copies, notamment. Donc c'est moins vrai pour les maths. Du coup, je dirais plus que c'est Ouais, quand ouais. même 80-20 en maths, c'est-à-dire 80% du cours et 20% le sujet le jour J. Voilà, si on tombe sur des probas à densité qu'on n'aime pas trop, ou alors sur des mines, des max, comme on l'a vu un petit peu plus tout à l'heure, et qu'on est moins à l'aise là-dessus, c'est vrai que derrière, ça peut pêcher un petit peu, mais en maths, c'est là où je dirais il y a le moins de surprises. Donc, en tout cas, ne vous levez pas à 4 heures du matin. On va finir le live Ça, c'est déjà assez tard, et après le live, manger si c'est pas déjà fait. Allez dormir, vous reposer, bien sûr. exactement. Donc là, non, vraiment, faites pas cette erreur-là. Énorme erreur. Je crois même qu'elle a cubé cet élève. Je sais même plus si c'était en cube ou en carré. C'était peut-être en cube, donc, qui était encore plus grave, quoi. Bref, passons. C'était à longtemps. Problème Euh, 2. donc, donc voilà, donc problème 1 pour résumer, donc très technique, je pense qu'il a dû prendre du temps quand même, il n'était pas si court. Ouais, je pense qu'il se faisait peut-être en 2 heures et demie. Hein, donc déjà, je me dis peut-être pas terminable ce sujet. Ensuite, problème 2, loi de Cauchy, un classique. Densité, grand classique ici, préciser f-1 y. Bon, là, on a, voilà, ça c'est ça, normalement, ça n'a pas dû poser trop de problèmes. Donc ici, il n'y a pas trop eu de difficultés, j'imagine. Après, ça a l'air de se corser au niveau technique, c'est-à-dire que là, on a déterminé les réels alpha, donc ça, c'est du calcul. Donc ici, franchement, je ne sais pas ce qu'on obtient pour alpha et bêta. Je ne sais pas, souvent, Ah, c'est des c'était trucs peut-être tout à l'heure, 1,5, Olivier moins qui nous a 1,5. dit c'était plus un moins Alpha un. égale 1,5 et bêta moins 1,5, je fais au pif. Ça va être un truc de style, quoi. Ok, quelque chose comme ça. Ou peut-être un moins un. Enfin, attention, hein, je le fais, je l'ai pas fait, mais souvent ça ressemble quand on a des choses comme ça. Ça me fait penser à du 1,5 moins 1,5, mais ça peut être 1 moins 1. Tu me diras dans le chat s'il y en a qui l'ont fait. Ça, c'est mise au même dénominateur, identification, on finit par trouver.
Bah, on a Adam tout à l'heure qui nous a dit c'était plus un moins un. Ah non, Ah, mais on a Laura qui nous dit 1,5. Donc je sais pas si Adam nous parlait du plus un moins un pour le alpha et le bêta de cette question 7A. Laura B qui nous dit 1,5, semblerait-il. Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous êtes en plus beaucoup actuellement sur dites-nous, le chat. moi, je ne l'ai pas fait, mais on va pas le faire parce que ça, c'est vraiment bourrin. Non, non, Il y a alors on pas nous de... dit 1,5, un demi, racine de 2. Un demi à racine de 2, tu vois, là, ça, je ne pouvais pas le deviner. Ça. Donc, un demi, bon, écoute, voilà, écoute, à voir. Donc, non, alpha égale un demi, bêta égale racine de 2, à checker. En tout Ah cas, non, c'est non, un demi, pardon, sur racine de 2 pour le alpha, et du coup pour le bêta, parce que là on a plusieurs, là on a 1 sur 2 trois racine de 2, étudiants, comme ça. ouais, un sur 2 racines de 2 exactement, ouais. Donc Ok. ça c'est pour le alpha, c'est ça, Bablux, Bra, Laura, c'est ça, et pour bêta, dites-nous ce qu'il en est. C'est peut-être moins 1 sur 2 racines de 2. Souvent, Ouais, c'est c'est un truc comme ça. l'inverse, ouais. Ouais. Donc, ok. Donc, ça, c'est le calcul qui nous permet ensuite, derrière, d'utiliser une linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire dire, cette intégrale-là, c'est-à-dire, attends, je regarde. Non, parce que là, il y a du x et du x, donc c'est pas ça. Obtenir à l'aide d'un changement de variable affine. Voilà, donc il y avait un changement de variable. Donc, il fallait faire un changement de variable pour trouver ça. Et du coup, donc là, c'était vraiment intégrale impropre. Changement de variable affine, trouver, obtenir à l'aide d'un changement de variable affine que cette intégrale-là égale à pi sur 2 racines de 2. Donc sur cette deuxième intégrale-là. Là, comme ça, changement de variable affine, je ne le vois pas spontanément. Je le vois pas spontanément. Peut-être une identité remarquable ici. Là, comme ça, je ne le vois pas. Il faudrait que je me pose. Est-ce que c'est y égale 2x, par exemple, ou u égale 2x? Et là, ah oui, non, parce que là, c'est x2, parce que là, je lis mal. C'est racine de 2 fois x. Le x, il n'est pas dans la racine carrée. Donc du coup, ici, est-ce qu'il y a des questions précédentes qui peuvent m'aider à voir? Donc là, bon, c'est de la technique, calcul. On admet qu'on peut obtenir de la même manière celle-là. Donc, ce qui veut dire que cette intégrale-là, on n'a pas besoin de s'en servir pour faire ce calcul-là. Donc là, c'est une question, il faut trouver le bon changement de variable affine. Et dans quelle mesure on peut se servir des résultats alpha, bêta qu'on a trouvés précédemment? Non, je pense que c'est pour la suite, ça. Ok. Tu vois, c'est après, en observant que égal à machin. Ah ouais, donc c'est vraiment waouh. En déduire que 2, donc ça, c'était vraiment bourrin. Là, cette partie-là, typiquement, voilà, le but de cette question est de calculer explicitement E de Z. Là, typiquement, ce genre de question, tout dépend comment vous vous sentez, quelles sont vos qualités, vos défauts. Là, sans doute, vu qu'on nous donne la réponse, moi, je l'aurais peut-être pas faite tout de suite, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire par ailleurs. J'ai pas vu la suite, mais donc, mais en tout cas, il y avait sans doute des choses à faire. Donc là, grosse partie technique. J'aurais quand même passé du temps sur trouver le bon changement de variable affine, là, parce que ça ne doit pas être très dur. Il faut juste se poser. Là, il faut poser les calculs pour essayer de voir lequel semble le plus malin à voir. Et ensuite, ici, en observant que. Alors ça, petite remarque, hein, quand il y a en observant que, en fait, il faut le démontrer. Donc, si vous ne savez plus quoi faire, ça, il faut le démontrer. Il ne faut pas l'admettre. Hein. Donc, il faut démontrer que ce truc-là, là, ce gros truc pas beau, quand je me mets le dénominateur, j'obtiens ça. Donc ça, hein, ayez-le bien en tête. C'est comme quand vous avez en remarquant que, ben, il faut le démontrer. Donc ça, c'est à faire en fait. Hein. Donc, en observant. Donc à faire. Et je suis sûr qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. En fait. Il y avait des points à aller chercher, sans doute. Là, dans le chat, on nous dit qu'il fallait utiliser pour le changement de variable apparemment la forme canonique. Adam nous dit justement le changement de variable c'est une forme canonique et double changement de variable pour se ramener à arctan. Magnifique. Ouais, donc voilà, là on avait, c'était pas si simple. Donc là, du coup, vous avez déjà la réponse. Là, à l'EM Lyon, là, ils ont fait sans doute quelque chose d'un petit peu complexe. Là. Donc ensuite, informatique. Rigolo, hein. Ce matin, vous avez réfléchi au mystère de l'image, et ben l'après-midi, vous avez réfléchi au mystère du Python. Avec ici, on suppose écrire correctement la fonction. Là, on dispose du programme. OK. Bon, là, échange. OK, donc ça doit être sans doute un algorithme de tri. Et là, comme ça, quand je le vois, affichage Python. Voilà.
Attends, je regarde, parce que là, quand on voit de manière générale, échange, I égale NP, non, c'est pas ça. Donc là, ça n'a pas l'air d'être du coup un échange. On suppose écrire correctement la fonction, on dispose du programme ci-dessous dont l'exécution produit après un temps l'affichage ci-après. Comment interpréter cet affichage? Quel résultat peut-on conjecturer? Quel résultat du cours saurait-on tenter de faire appel pour démontrer cette conjecture? Pourquoi ne peut-on pas l'appliquer? On détaillera ici le raisonnement. Donc là, voilà, on avait un gros truc. Voilà, il faut se plonger dedans. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Ici, il nous donne, là, qu'est-ce qu'on observe? Affichage Python. Là, l'observation ici. Ça tend vers 1. Là, ici. Sur les différents résultats qu'on obtient. Voilà, le premier résultat, ça tend vers 1. Le deuxième résultat, ça tend vers 1. C'est croissant et... C'est croissant tout le temps. Et ça tend vers 1. Ah oui, d'accord. Donc là, parce que là, ils nous disent que quand ça, c'est quand je ne sais pas quoi vaut 1. Ça, c'est quand je ne sais pas quoi vaut 0,5. Donc, ils font peut-être des simulations ici. Voilà, ici. 1, 0,5, 0,1, 0,05. Voilà, c'est ça. Et NP aurait... Ouais, donc là, il faut aussi le connecter à ce qu'il y a eu avant. Donc, comme on n'a pas vraiment vu ce qu'il y avait eu avant, là, ils font sans doute une simulation, vu qu'ils font 10 000 fois. Est-ce qu'on ne serait pas encore une fois dans de l'algorithme de Monte Carlo, tu sais, où tu fais des estimations d'une probabilité. Mais là, vu que ça tend vers 1, est-ce que c'est peut-être une estimation de l'espérance? Non, parce que ça, c'est racine de 2. On a Bra qui nous dit que ça simule les variables de Z et que leur moyenne et savoir si elle est proche de l'espérance. Ouais, sauf que l'espérance, si c'était racine de 2, et racine de 2, c'est pas exactement 1, tu vois, donc ou 0,9. Donc là, je suis pas sûr que ce soit ça. Il faudrait creuser. Les petites indicatrices en partie 2, on en a parlé juste avant. Donc là normalement, on est plutôt c'est plutôt sympa. Donc là, ici, on avait une Bernoulli, on l'a vu tout à l'heure. Donc 1A, ça suit une Bernoulli de paramètres P de A, parce que ça vaut 1 si oméga appartient à A, ça veut dire que l'événement A est réalisé. Donc ça, c'est souvent les étudiants ont du mal à comprendre. Ça veut juste dire A est réalisé. Et donc, du coup, quand est-ce que ça vaut 1? Eh ben, c'est quand, avec une probabilité, P de A, du coup. Donc là, c'était une Bernoulli. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Encore une histoire d'indicatrice. Donner sans justification les points de discontinuité. Là, je ne vois pas comme ça spontanément. Je regarde un peu ce qui se passe. Là, on avait une indicatrice tout du long. Ensuite, on fera observer que les variables YK dépendent de M. Toutefois, pour alléger la rédaction, on a choisi de ne pas faire apparaître cette dépendance. Quelle relation entre XK, YK et ZK? XK, YK et ZK. Là, comme ça, faudrait le faire avec, là, ici, dans ce genre de rédaction, avec les indicatrices, il faut sans doute poser des petites oméga. Donc là, soit oméga, on ne va pas le faire, appartient à oméga, et on fait les différents cas. Et ça nous permet de voir que selon les cas, on aura YK qui sera égal à XK lorsque l'événement XK en valeur absolue est plus petit que M. Et ZK qui est égal à XK lorsque l'événement XK est strictement plus grand que M. Et donc, peut-être faire apparaître ici des probabilités conditionnelles. Quelle relation entre XK, YK et ZK? Donc voilà là, ce qui me vient sans avoir vu ce qui précède, sans l'avoir posé. Là, ensuite, dans les questions d'après, là, on avait sans doute, ça sent le... Ok, super. Là, on a un truc sympa. Donc là, ça sent les moyennes empiriques. Et donc, potentiellement derrière, des convergences en loi ou des voilà, ici des convergences en proba donc, à voir. Et on a ici sans doute E de YN carré. Ok, très bien. Donc là j'aime bien. Là, je me serais battu là-dessus, moi, parce qu'il y a une formule que vous avez du mal à connaître, qui est tombée d'ailleurs en maths appli l'an dernier. Somme
des yi carré, somme des yi, pardon, le tout au carré, somme des yi, le tout au carré. Ça, c'est une formule du cours. Le tout au carré, pardon. Il faut savoir que ça, c'est égal à la somme i allant de 1 à n des yi carré plus 2 fois la somme des yj, 1 plus petit que i, plus petit que j, plus petit que n. C'est pour ça qu'on retrouve ça. Ensuite, on faisait la linéarité de l'espérance. Donc, on servait du fait que yn bar, c'est ça. On passait au carré, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, yn bar au carré. Et ensuite, on appliquait cette formule. Et ensuite, on faisait de la linéarité de l'espérance. Donc là, ici, question, normalement, qui valorise le travail. Là, je pense que celle-là, il y en a qui l'ont traité. Là, epsilon sur 3, oulala, ça sent la définition de la limite à un moment qui ouais. Ici, attends, je regarde. Ouais, ça sent quelque part, ouais, tu vois, il y a un truc avec une définition de la limite ici. Parce qu'il y a du epsilon. En gros, ils veulent nous faire dire pour tout epsilon, bon, il y a sans doute une histoire de définition de la limite qui nous permet du coup de, derrière, en 19, conclure qu'on a cette limite-là. Eh oui, parce que pour un epsilon qu'on a fixé, j'imagine, quelque part, voilà, ça doit commencer par soit epsilon. Voilà. Dans toute la suite, on prend un epsilon fixé. Et ça veut donc dire que si on l'a fixé et qu'on démontre un certain nombre de relations, on va montrer, en fait, par définition de la limite, que cette proba-là vaut 0. Donc là, ici, c'était une histoire de définition de la limite de suite, quoi. Là, ici, c'était définition de la limite d'une suite, que je rappelle peut-être pour ceux qui ne l'ont pas. Limite de un égale L, quand n tend vers plus l'infini. Si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel on a un moins L plus petit qu'epsilon. Voilà, on peut mettre égal aussi. Donc voilà, on a ça. Et donc sans doute, il y avait ici une histoire de limite de suite. Donc, et on le voit, l'indicateur principal, c'est dès qu'on a soit epsilon strictement positif et qu'on nous demande ici epsilon plus 2 epsilon sur 3. Tiens, ça fait 3 epsilon. Si on additionne tout ça, ces deux-là, par exemple, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire ici, hein, mais je vous dis juste que là, il y a quelque chose qui me choque, c'est que 2 epsilon sur 3 plus epsilon sur 3, ça fait 3 epsilon sur 3, ça fait epsilon. Et donc, vous voyez aussi, on a epsilon. Et parfois, vous avez des techniques comme ça. Là, il faut vraiment se poser parce que là, c'est dur. Hein. Donc, je le découvre en live. Hein. Là, ce sujet-là, pour moi, était plus dur que le sujet Matappli. Normal. Et pour moi, il était difficilement finissable. Je pense que là, le 20 sur 20, il doit être à peut-être 2 tiers du sujet. Je suis très curieux de voir s'il y en a qui l'ont fini. Mais je serais, voilà. Dis-moi, Dorian, s'il y en a qui te disent oui, moi j'ai fini les doigts dans le nez. Non, par rapport au Matappli, non, on n'a pas eu ça dans le chat. Et on avait la question justement à combien s'élèverait le 20 sur 20. On a Laura qui nous dit pourquoi des indicatrices à AEML. C'est vrai que là, cette année, c'est pas mal tombé là pour le coup, mais encore une fois, sur le papier, tout est susceptible de tomber à n'importe quelle épreuve, même si c'est vrai qu'on a moins l'habitude de le voir sur des maths type EM, EDEC ou Écricom. C'est pas exclu encore une fois que ça tombe, à partir du moment où c'est dans le BO. Donc là, c'est toutes les questions qu'on a. On a eu des remarques après non, par rapport aux autres éléments des questions précédentes, mais rien de... Et là, ça m'intéresse, les quelques étudiants qui sont là dans Matapro, ils ont fait quel pourcentage du sujet? Là, pour moi, c'était pas du tout finissable, hein, ce truc. Bah dites-nous, Mathéo, Adam, Bra, Laura, vous avez fait combien de pourcentage de ce sujet Matapro? Frozen, on va passer juste après à l'ESCP, vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, Olivier, le temps que tu puisses faire le switch, là je passe du coup sur notre écran, donc les étudiants voient uniquement nos deux têtes, le temps que tu puisses faire le switch et tout mettre sur la live class, le temps que je réponde aux différentes questions. Alors Bra qui nous dit j'ai fini Écricom sauf 3 questions, mais là il y a 8 questions que j'ai skip, donc plus dur.
Donc là, oui, c'est vrai que vous avez jaugé, enfin, vous jaugez ce sujet du coup plus dur qu'Ecricom. 62% nous dit Valentin. Alors ça, c'est très précis, Valentin Delannoy cette fois-ci. Bra qui nous dit moins le temps de démontrer que sur Ecricom. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient très énergivores. Là, on l'a balayé plus rapidement que sur les 4 heures que vous aviez pour composer, mais des sujets, enfin des questions en tout cas qui étaient très calculatoires pour certaines, très énergivores en temps. Bra qui nous dit j'ai fait 70-75% du sujet, 62% on a eu juste avant. Donc c'est vrai que ouais, c'est quand même un sujet qui, versus les maths applis où tout le monde nous a dit grosso modo j'ai fait 90% minimum, là ça a été un peu plus tricky. Ouais, 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 non, c'était franchement pour moi, là, le 60%, déjà, on est bien, hein. Avoir fait 60% du sujet d'appro, pour moi, c'est déjà très bien, si on l'a vraiment bien fait, parce que il est quand même difficile. Et là, c'est vrai qu'on a. C'est étonnant, à l'EM Lyon, pour votre info, il y a 2 ans, donc année de la réforme, le sujet avait été ultra simple, mais c'était limite un sujet de voix écho de début d'année. Et on n'a pas compris. Et là, peut-être qu'ils se sont vengés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, ce sujet-là, pour moi, cette année, il est de difficulté, il est très technique, potentiellement niveau parisienne, hein. Certaines parties sont niveau parisienne. Là, sur la définition de la limite à la fin, là, avec des indicatrices, je vais m'y plonger pour m'amuser. Voilà, tiens, ça y est, tu t'es avec moi là, Ouais, Dorian? j'ai pas encore partagé. Enfin, je peux repartager ton tableau? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Allez, nickel, on le voit. Est-ce que là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais c'est une histoire de définition de la limite. Je disais, tiens, quand on additionne les deux, tu vois, P de YN plus P machin, ben, c'est exactement ce qu'il y a là, regarde. Quand tu additionnes P de YN plus, et c'est quoi l'autre? P de ZN. Alors, mais du coup, ça veut dire que là, c'est pas Z, là, il faudrait qu'il y ait du ZN. Est-ce que c'est une erreur d'énoncé? J'espère pas. Mais en tout cas, c'était une histoire d'addition des deux, quoi. On se servait de cette question-là. Et ça nous permettait de majorer ce truc-là. Là, tu avais du T sur 2, T sur 2. Là, tu as du T sur 2, T sur 2. Ok, peut-être qu'il y avait une histoire de formule des probas totales. Si M est plus grand que max de M1, M2, parce qu'on avait, et ça je ne l'ai pas fait, mais la relation qu'on trouve entre XK, YK, ZK nous permettait ici de pouvoir additionner ces deux-là et peut-être d'identifier XN. Je ne l'ai pas fait, donc c'est compliqué, mais normalement il y a du ZN, là il y aurait dû avoir du ZN plus grand que T sur 2. Là je ne le vois pas. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Mais je pense que c'était. Ah voilà, ici on a. Non, ça y est, je l'ai. Ça, c'est plus petit qu'epsilon sur 3. Ça, c'est plus petit qu'epsilon sur 3. Quand j'additionne les deux, on a ça. Ben voilà, on y est presque là. On y est presque. Et donc, du coup, on pourrait montrer que ça tend vers 0 avec les définitions limites. Bref, donc c'était ça. C'était une histoire de j'additionne un petit peu pour ceux qui connaissent les classiques sur les suites de Césaro, la moyenne de Césaro, où on a ce genre de technique-là. Au passage, c'était retombé aussi à l'EML en 2019, sujet de l'EM Lyon, super beau sujet que j'ai conseillé à nos Matapro. Un super sujet, c'était qu'un grand sujet où il y avait des suites à la fin et où il y avait une histoire de définition de la limite, me semble-t-il. En tout cas, c'était proche de Césaro, ça ressemblait. Donc là, ouais, non, sujet, pour moi, c'est une année difficile. Et donc, 60% du sujet égale pas loin de la note max. Donc, c'est pour rassurer ceux qui sont Ben, là. pour rejoindre ça, d'ailleurs, on a dans le chat hein, Bart qui nous dit qu'il a fait 70%. Donc là, on est vraiment dans la moyenne de ce qu'on a eu tout à l'heure. Et on a notamment un retour des majors de grand champ. Même les majors de grand champ qui sont dans ma classe ont fait entre 75 et 80% du sujet. Donc c'est dire hein, la complexité, la technicité de ce sujet Matapro EM Lyon. Et c'est vrai que là, on a décrypté Matappli, Matapro EM Lyon. Les deux quand même très très costauds hein, pour cette année. Ouais. Donc là, ça vous met en jambe, je dirais, pour la BCE. Pour Oui, rappel, c'est oui, le premier jour de la BCE. Hein. premier jour, ouais, ouais. Et puis, on a quand même une tendance qui se dessine. Là, je fais peut-être de la géopolitique de la prépa, mais en fait, Matapro est réservé à une élite. C'est-à-dire que pour moi, ce sujet-là, il est réservé aux meilleurs élèves de France. Et donc, du coup, je pense que la tendance va être à, je dirais pas l'extinction des Matapro, mais il y aura de plus en plus d'étudiants en Matapli, en fait. Que et du coup, en Matapro, ce sera réservé aux majors de grand champ, de Ginette, Enco. Mais là, peut-être que je fais de la prépa fiction, mais ce sujet interroge. Je pense que on n'aurait jamais eu ce genre de sujet avant la réforme. Là, vraiment, le sujet est difficile.
niveau parisien.